Près de 80% des Américains considèrent désormais la restauration rapide comme un luxe. Oui, un luxe. La raison ? Des prix devenus tout simplement exorbitants. Conséquence directe, ils y mangent de moins en moins. Ce chiffre, issu d'une enquête menée par LendingTree l'an dernier, n'était que le début. Car depuis, la situation a empiré. Aujourd'hui, manger à l'extérieur coûte environ 30% plus cher qu'en 2019. Et les grandes chaînes de fast-food en prennent enfin conscience. Elles ne peuvent tout simplement plus augmenter leurs prix. Le client est arrivé à un point de rupture. Le dernier rapport trimestriel de McDonald's en est la preuve. Les résultats financiers récents de McDonald's, Wendy's, Domino's et même Chipotle ont révélé à quel point les consommateurs réagissent face à la flambée des prix. Selon les sondages, plus de 60% des personnes interrogées déclarent avoir été choquées par le montant de leur addition dans un fast-food au point de réduire la fréquence de leur visite. C'est délirant. À mon sens, les prix dans les restaurants n'ont jamais été aussi hauts. J'ai déjà expliqué pourquoi ces géants de la restauration rapide ont commencé à paniquer face à leurs tarifs excessifs. Ce n'était pas bien difficile de deviner que le contexte actuel allait leur poser de sérieux problèmes. La guerre des menus à bas prix fait toujours rage en 2025. Les chaînes de fast-food redoublent d'offres alléchantes, vont jusqu'à proposer des livraisons par drone pour reconquérir une clientèle lassée par des additions trop salées. Mais depuis, la situation a évolué, car les consommateurs ne se contentent plus de se plaindre, ils arrêtent tout simplement d'acheter. Dans cette vidéo, on va décortiquer comment des années de hausse de prix et de coupes budgétaires se sont retournées contre l'industrie du fast-food. Et surtout, pourquoi même les clients les plus fidèles estiment aujourd'hui que ça n'en vaut plus la peine. McDonald's vient de publier une baisse brutale de 3,6% de ses ventes à périmètre comparables aux États-Unis sur le premier trimestre 2025. C'est tout simplement la pire chute enregistrée depuis la pandémie de Covid, lorsqu'elles avaient plongé de 8,7%. Les analystes, eux, s'attendaient à une baisse plus modérée, autour de 1,7%. Mais la réalité s'est révélée bien plus sombre. La performance des mêmes magasins, une métrique essentielle pour les entreprises disposant de nombreux points de vente, permet d'exclure l'impact des nouvelles ouvertures. Autrement dit, quand cette donnée est en recul, cela signifie que les clients existants dépensent moins ou ne viennent plus du tout. Résultat, les restaurants ouverts depuis au moins un an génèrent désormais moins de revenus qu'à la même période l'an dernier. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats, le PDG de McDonald's a déclaré qu'aux États-Unis, la fréquentation globale des restaurants de type service rapide par les consommateurs à faible revenu avait chuté de près de 10% par rapport à l'année précédente. Et il a ajouté que, contrairement à il y a quelques mois, la baisse de fréquentation touchait désormais aussi les classes moyennes. Un signe clair que la pression économique s'est généralisée. Et pourtant, on parle bien de McDonald's, une entreprise censée être à l'épreuve des crises. Beaucoup d'investisseurs considèrent McDonald's comme une valeur refuge parce qu'en période difficile, les gens devraient logiquement continuer à y manger. C'est bon marché, non ? Eh bien justement, plus maintenant. Je ne comprends pas vraiment la logique macroéconomique. Si le consommateur devient plus prudent, si la confiance des ménages s'effondre, est-ce que ça ne devrait pas justement profiter à McDonald's qui mise tout sur les menus économiques et une alternative bon marché face aux autres restaurants ? C'est précisément ce qui a rendu la situation si critique l'an dernier, parce qu'à ce moment-là, McDonald's traversait sa propre récession avant même qu'une récession globale ne soit officiellement déclarée. En réalité, la récession des consommateurs à faible revenu a commencé dès le deuxième trimestre de l'année dernière. Et McDonald's a plongé en même temps qu'eux. Ils ont encaissé les coups de plein fouet. Le PDG de McDonald's a reconnu que ce ne sont pas seulement les consommateurs à faible revenu qui se replient, les ménages à revenu moyen aussi. Et comparé à d'autres chaînes de fast-food, McDonald's attire une part plus importante de clients à faibles et moyens revenus. Le problème, c'est que même si les consommateurs aisés continuent à fréquenter les restaurants, leurs dépenses ne suffisent pas à compenser la chute de fréquentation des autres catégories. Et tout cela arrive au moment où McDonald's tente désespérément de relancer un menu économique, en mettant en avant son offre à 5$. Mais les dégâts sont déjà là. Les clients, eux, ne disent plus « I'm loving it ». Et McDonald's n'est pas seul. Son concurrent Wendy's subit lui aussi la pression. Ses revenus et son bénéfice net ont reculé au premier trimestre et l'enseigne a dû revoir à la baisse ses prévisions annuelles. En cause, une baisse de près de 3% de ses ventes à magasins comparables aux États-Unis, un chiffre là encore pire que prévu.
Wendy's a expliqué que l'inflation a fait grimper le coût des matières premières et des salaires, et elle a explicitement pointé du doigt les foyers gagnant moins de 75 000 $ par an comme étant ceux qui se détournent de ces restaurants. Ce qui, soyons honnêtes, représente plus de la moitié du pays. Ce n'est donc pas un phénomène marginal, mais bien le reflet d'une réalité économique générale. Pour tenter d'enrayer cette baisse de fréquentation, Wendy's prévoit une opération baptisée les 100 jours de l'été, avec des produits axés sur la notion de valeur. Reste à voir si cela portera ses fruits. Du côté de Domino's, la tendance est plus discrète, mais tout aussi révélatrice. L'enseigne a elle aussi enregistré une baisse des ventes à magasins comparables. Le trafic dans ces restaurants a ralenti en février et mars, principalement à cause d'une détérioration du moral des consommateurs. Et selon plusieurs analyses, cette baisse de confiance s'est accentuée depuis, en particulier à cause de la politique commerciale erratique de Trump, qui a amplifié l'incertitude. Mais le plus inquiétant pour Domino's, c'est la chute des commandes en livraison. Pendant ce temps, les ventes à emporter, elles, augmentent. Pourquoi ? Parce que les clients font leurs calculs. Les frais de livraison, les pourboires, les prix plus élevés, tout ça mis bout à bout, ça fait une grosse différence. Les gens veulent toujours manger une pizza, mais ils ne veulent plus payer le prix du confort. Et ça, c'est nouveau. Le directeur financier de l'entreprise a expliqué que l'activité de livraison reste sous pression à cause des difficultés économiques que rencontrent les consommateurs à faible revenu. Mais fait intéressant, le PDG, lui, pense que ses consommateurs ne désertent pas Domino's. Ils préfèrent simplement manger à la maison, un point que l'on va approfondir un peu plus loin. Même Chipotle commence à ressentir les effets du ralentissement. Certes, ce n'est pas exactement du fast-food au sens classique comme McDonald's ou Wendy's, mais Chipotle a longtemps mieux résisté que ses concurrents plus traditionnels. Et cela s'explique en partie par la qualité de ses produits et la rapidité du service, souvent bien meilleure que chez McDonald's ou Burger King. Mais cette fois, même Chipotle enregistre une baisse de ses ventes à magasins comparables, une première depuis 2020. La fréquentation a reculé dans tous les segments de la population et dans toutes les régions. Et les dirigeants de la chaîne l'ont dit très clairement, le ralentissement est général. Chipotle est une entreprise principalement implantée aux États-Unis, et elle voit enfin ses clients se replier. Ses ventes ont baissé, mais cette baisse a été partiellement compensée par l'augmentation du montant moyen des additions. Pour ceux qui l'ignorent, Chipotle a augmenté ses prix à 6 reprises depuis 2021. Et lors de la conférence téléphonique, les dirigeants ont averti que d'autres hausses seraient nécessaires si les tarifs douaniers en vigueur restent en place. Nous avons un pouvoir de fixation des prix chez Chipotle que je crois inégalé, a déclaré un responsable. Et nous considérons ce pouvoir comme un atout que nous pouvons mobiliser quand bon nous semble. Mais il ne s'agit pas seulement de prix. Toute l'expérience du fast-food s'est dégradée. Et même si, oui, le prix reste le facteur principal, on ne peut pas ignorer à quel point le service est devenu pénible. Pour être honnête, j'ai moi-même essayé d'utiliser certaines de leurs applications pour voir si elles rendaient l'expérience plus fluide que le fait de simplement entrer dans le restaurant ou passer par le drive. Aujourd'hui, beaucoup d'offres soi-disant avantageuses sont réservées à ceux qui utilisent l'application de l'enseigne. J'ai probablement utilisé l'appli McDonald's une bonne demi-douzaine de fois ces 12 derniers mois. Et à chaque fois, obtenir ma commande a pris plus de temps que si j'étais simplement entré ou passé en voiture. Et je n'exagère même pas. Lorsque vous utilisez leur application mobile, 3 options vous sont proposées pour récupérer votre commande. Vous pouvez vous garer et entrer dans le restaurant, vous garer et attendre qu'on vous l'apporte. Ou encore utiliser le drive et simplement donner votre numéro de commande. Mais peu importe l'option choisie, j'ai toujours dû attendre entre 5 et 20 minutes pour recevoir ma commande. Et cela sans que le restaurant soit particulièrement bondé. Or, on parle bien ici de restauration rapide, avec une commande anticipée. Chez McDonald's, peu importe à quel moment vous passez votre commande, l'enseigne suit votre position via GPS et ne commence à préparer votre repas que lorsque vous êtes à 1 ou 2 km du restaurant. Il est possible de désactiver cette fonction et de dire manuellement que vous êtes déjà proche, dans l'espoir qu'il commence la préparation. Mais même avec cette astuce, ça ne change rien. Et oui, je sais, tout cela reste anecdotique, mais on trouve de nombreuses plaintes similaires en ligne. Pour l'instant, aucune grande enquête ou étude officielle ne permet de le quantifier, mais ces expériences s'accumulent. Quoi qu'il en soit, je trouve qu'il est bien plus contraignant d'avoir à utiliser leur application juste pour espérer bénéficier d'une réduction chez McDonald's. Et à mon avis, cela va continuer à poser problème pour les chaînes de fast-food. Parce que désormais, l'expérience n'est pas seulement plus chère, elle est aussi devenue plus agaçante.
Mais revenons à ce que tout cela signifie réellement pour l'industrie du fast-food. Lors des précédentes crises économiques, la restauration rapide figurait parmi les rares gagnants. Quand les gens devaient en faire des économies, ils ne renonçaient pas complètement aux sorties. Ils troquaient simplement les restaurants classiques contre les menus à 1$ au drive. Le fast-food était vu comme une solution de secours. Pas très glamour, certes, mais toujours là, bon marché, pratique et rapide. Mais cette fois, quelque chose a radicalement changé. Les consommateurs ne se tournent plus vers le fast-food. Ils s'en détournent complètement. À la place, ils vont faire leurs courses, cuisinent à la maison ou sautent carrément des repas. Et ce n'est pas une question de santé ou de nutrition, c'est une stratégie de survie économique. Et je sais que beaucoup diront « tant mieux si les Américains mangent moins de fast-food ». Et je ne vais pas les contredire. Ce que je souligne ici, c'est que les consommateurs sont en train de s'adapter et pas qu'un peu. Ce changement dépasse la simple logique financière. Il est aussi profondément psychologique. Quand la restauration rapide devient peu à peu un luxe, alors même que la population redoute une récession et subit des hausses de prix généralisées, c'est le signe d'un basculement complet du capitalisme de fin de cycle. Et ce basculement en dit long. Quand même un simple menu McDo semble hors de prix, c'est qu'il se passe quelque chose de bien plus profond. Même si les indicateurs économiques n'affichant pas encore une récession généralisée, les comportements, eux, parlent d'eux-mêmes, les gens agissent déjà comme si elle était là. Et cela confirme ce que j'expliquais dans une précédente vidéo. Cette récession ne ressemblera ni à celle de 2008, ni à celle de 2020. Et si vous voulez comprendre pourquoi, je vous invite à regarder cette vidéo juste ici. À tout de suite.